Bonjour. Dans le vidéo du produit vectoriel, j'ai parlé donc d'interaction entre deux vecteurs U et V non collinéaires qui donnent un troisième donc vecteur perpendiculaire au plan. Je me souviens bien que j'ai utilisé donc le mot rotation sans qu'il y aura vraiment rotation de vecteurs. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la rotation des champs vectoriels. Donc, le départ sera donc d'un champ rotationnel. Pour fixer les idées et de façon simplifiée, on donne le champ vectoriel V égale, donc d'équation V égale moins YI plus X J. Donc, nous avons deux composantes, composante sur l'axe des X, Vx égale moins Y, et composante sur l'axe des Y, donc Vy égale X. On essaie donc de dessiner ce champ. Donc, on essaie de dessiner ce champ. Donc, on va prendre quelques points. On va prendre donc 8 points, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième point. Juste donc pour fixer les idées dans quelques points. Et on va généraliser donc les résultats à obtenir. On remarque quoi? On remarque que pour, donc première remarque, on remarque que pour y positif, Vx elle est négatif, donc Vx égale moins y, donc pour y positif, donc Vx elle est négatif, Vx négatif, c'est-à-dire les vecteurs se dirigent vers la gauche. Pour y négatif, donc Vx positif, c'est-à-dire les vecteurs se dirigent vers la droite. Donc, cadran 1 et 2, donc les vecteurs se dirigent vers la gauche. Et cadran 3 et 4, donc les vecteurs se dirigent vers la droite. Pour x positif, donc Vy égale x. Vy égale x, donc pour x positif, Vx elle est positif, c'est-à-dire pour x positif, donc les vecteurs se dirigent vers le haut. Pour x négatif, donc Vy donc négatif, donc les vecteurs se dirigent vers le bas. Donc on peut voir donc sur le schéma qu'on obtient donc des vecteurs qui changent de direction tout le temps. Donc le changement de direction donc va engendrer donc une rotation. On peut donc étudier ces vecteurs donc vecteur par vecteur. Vecteur 1 par exemple, donc x égale à 1, donc Vy égale à 1, donc il se dirige vers le haut. Y égale à 0, donc Vx égale à 0. Celle-là donc elle est à 45 degrés. Donc Vx, donc x 1 sur racine de 2 et Vy 1 sur racine de 2. Donc on voit bien donc sans se mêler des détails, donc pour construire donc ces vecteurs, il suffit donc de prendre point par point. Chaque point donc a un abscisse et un ordonnée. Donc à partir de x, donc on peut déduire Vy. À partir de y, on peut déduire Vx. Donc on calcule Vx et Vy. Vx et Vy sont deux composantes. Donc après qu'on obtient donc les deux composantes, on fait la construction vectorielle et ainsi on obtient la construction vectorielle, donc la somme par somme vectorielle, donc simple somme vectorielle, donc on obtient les 8 vecteurs. Donc on remarque bien que nous avons donc un champ vectoriel rotationnel qui fait donc irrotation. Deuxième remarque, donc les cercles
les cercles donc représentent, ces cercles donc représentent des points à vecteurs de même amplitude. C'est facile de le prouver, puisque Vx égale moins Y, donc Vx égale moins Y, donc pour cercle de rayon R, pour cercle de rayon R, donc pour cercle de rayon R, moins Y c'est moins R sinus θ. Vy égale X. X, donc, on fait donc la projection sur l'axe des X, donc X c'est R fois cosinus θ. Donc l'amplitude de notre vecteur V donc, sera racine carrée Vx carré plus Vy au carré, c'est-à-dire racine carrée de R au carré cosinus au carré plus R au carré sinus au carré. Donc après les calculs, donc, on met au facteur donc, R, donc on obtient R racine carrée cos carré plus sin carré, cos carré plus sin carré égale à 1. Donc on obtient R pour tous les vecteurs. Donc tous les vecteurs donc, sur la même cercle donc, ont la même amplitude. Donc la deuxième cercle c'est le même. Donc pour n'importe quel cercle, donc, on obtient des vecteurs donc, de même amplitude. En passant d'un cercle à l'autre, donc lorsqu'on passe d'un cercle à l'autre, donc l'amplitude des vecteurs varie. Mais sur les mêmes cercles, donc sur la même cercle, donc nous avons donc des vecteurs de même, ces vecteurs sont de même amplitude, juste ils changent de direction, à cause de la rotation. Ou c'est le changement de direction qui cause la rotation. Donc. On voit bien donc qu'il s'agit d'un champ rotationnel et on remarque que lorsqu'on s'éloigne de l'origine, donc l'amplitude des vecteurs augmente, mais c'est toujours un champ rotationnel en tout point du plan, un champ rotationnel autour de l'axe Z. On va l'étudier et les résultats donc obtenus seront donc étendus donc aux autres cas, car aux autres cas qui sont donc les cas de rotation autour de l'axe X et autour de l'axe Y. Donc comme il y a une rotation donc autour de l'axe X, donc il se peut qu'il y aura donc des rotations autour de l'axe donc X. Supposons donc la rotation de Y vers Z. Donc, le champ rotationnel donc, va tourner autour de X. De même, s'il y a des vecteurs donc, qui tournent de Z vers X, il y aura donc un champ donc, rotationnel autour de l'axe Y. Donc, les résultats obtenus donc, dans notre cas donc, à étudier, qu'on est en train d'étudier, donc sera étendu par la suite. Dans ce qui suit, donc, on va chercher, donc on va essayer de trouver une façon pour mesurer la rotation, seulement la rotation. Donc, on remarque quoi? On remarque que la rotation des champs, donc la rotation donc, du champ de vecteurs, donc il s'agit de quoi? Il s'agit de changement de direction lorsqu'on passe d'un point à l'autre. Donc la rotation de champ engendre variation des composants Vx et Vy, delta x et delta Vx et delta Vy. Donc on va les mettre en évidence. Pour les mettre en évidence, on va prendre deux points proches, soi-disant ces deux points. Par exemple, donc ici nous avons ce vecteur et ici donc on aura un autre vecteur donc de même amplitude puisqu'il s'agit du même cercle. Juste ce qui change juste c'est cet angle par rapport
à l'origine donc cet angle par rapport à l'axe des x. Donc, pour mieux voir donc, ces variations, donc, on va essayer de ramener ces deux vecteurs à l'origine. Je sais qu'il s'agit d'un champ donc, et les positions donc, comptent, mais juste pour fixer un peu les idées, donc, on va essayer de ramener ces deux vecteurs à l'origine des phases. On dessine donc un repère. Donc, on a des vecteurs donc, de même amplitude, donc c'est pourquoi j'ai dessiné cette cercle. Donc, premier vecteur fait un angle θ1, ce deuxième θ2. Donc, on remarque que θ2 c'est plus grand que θ1. Donc, soi-disant, donc, un vecteur, n'importe, donc un vecteur qui fait un angle θ1, un deuxième qui fait un angle θ2. Donc la rotation ou bien le changement de direction, donc il va engendrer quoi? Ici, donc le vecteur 1, V1, V2. Ici, nous avons donc la composante Vx1. Et ici, Vx2, donc... Désolé. Vx1 et Vx2, voilà, donc Vx1 et Vx2. Donc Vx, c'est la projection donc, du vecteur sur l'axe des x. Donc Vx1 et Vx2. La différence, c'est la variation qu'on va noter delta Vx. Et la projection sur l'axe des y, donc on va obtenir Vy1 et Vy2. Donc on remarque quoi? Que la rotation donc, du champ des vecteurs, donc ça veut dire le changement de direction va engendrer quoi? Va engendrer donc des variations des composantes donc Vx et Vy. Donc on pense à quoi? On pense qu'on peut donc utiliser ces variations delta Vx et delta Vy pour caractériser la rotation donc comme sorte de mesure de la rotation. Donc on va l'appeler le rotationnel, ces mesures de la rotation. Donc on peut penser à utiliser ces variations pour étudier quantitativement donc la rotation. Ce qui nous empêche donc à continuer dans cette approche, c'est le fait que lorsqu'on s'éloigne de l'origine, ce qui se passe, c'est que x augmente et y augmente, donc variation de x et y. La variation de x et y, donc en s'éloignant de l'origine, va entraîner quoi? Va entraîner donc ici donc la même direction, mais nous avons donc deux vecteurs d'amplitude différents. Donc en s'éloignant donc de l'origine, l'amplitude varie. Donc il y a variation sur delta x et sur delta y, sur delta x et sur delta y, causée non seulement par la rotation, mais aussi par l'éloignement de l'origine. Donc je conclus. Ce qui nous empêche à continuer donc, avec cette approche, que l'approche, c'est l'approche d'utiliser donc, les variations delta Vx et delta Vy comme mesure de la rotation. Donc, ce qui nous empêche donc, à continuer avec cette approche, c'est le fait que lorsqu'on s'éloigne de l'origine, donc les amplitudes varient. Donc, les amplitudes varient. Comment ils varient? Donc, ils augmentent avec x et y. Donc, on a deux causes de la variation des composantes Vx et Vy. La première, c'est la rotation. Et la deuxième, c'est la variation de x et y. Et nous, on cherche quoi? Nous, on cherche à avoir une mesure de la rotation uniquement. On va l'appeler, donc, cette mesure, donc, on va l'appeler donc rotationnelle. Et on ne peut pas donc utiliser delta Vx et delta Vy directement.
car en plus de la rotation, nous avons une deuxième cause de ces variations qui est la variation du x et y. Pour éviter ou éliminer le fait de la variation du x et y, donc on ne va pas utiliser directement delta Vx et delta Vy, mais on va utiliser delta Vx par rapport à delta x, c'est-à-dire la variation de la composante Vx selon x et y. La variation donc de delta Vy selon x et y. Donc on va donc utiliser les variations des composantes selon x et y. Donc je récapitule, donc on a abandonné donc l'utilisation des variations delta Vx et delta Vy comme mesure de la rotation, et au lieu de cette approche, donc on va utiliser des variations relatives, c'est-à-dire les variations delta Vx et delta y, donc delta Vx et delta Vy selon x et y, c'est-à-dire par rapport à delta x et delta y. Il ne faut pas oublier que Vx dépend de y, donc on revient à l'équation, donc Vx dépend de y et Vy dépend de x. Je récapitule, on peut donc mesurer la rotation par la variation donc delta x selon y, c'est-à-dire par rapport à y, et la variation de delta y selon x, c'est-à-dire par rapport à x, soi-disant utiliser les dérivées partielles delta x par rapport à delta y et delta y par rapport à delta x. Donc au lieu d'utiliser delta Vx et delta Vy, on va utiliser donc delta, voilà, dx sur dy et dy sur dx. Donc ces dérivées partielles donc, peuvent éviter donc, la deuxième cause, donc il évite. Donc en utilisant ces dérivées partielles, donc le fait de l'éloignement, donc l'éloignement de l'origine, donc il n'aura plus d'effet donc, sur le calcul des variations. Et il ne reste donc que l'effet du changement de direction, c'est-à-dire l'effet de la rotation. Donc, on peut donc utiliser ces dérivés partiels pour mesurer ou pour avoir idée sur la rotation. En arrivant à ces dérivés partiels, donc nous avons obtenu, donc nous avons donc les outils. Il nous manque quoi donc? Il nous manque la formule. Donc pour ce faire, on imagine donc un cube placé donc, dans un point quelconque du plan. Donc, point quelconque du plan, donc on dessine donc un plan avec un cube, voilà donc un cube placé dans un point quelconque du plan. Donc les points donc constituant ce cube, donc lorsqu'on va les projeter sur les axes des x et les axes des y, donc on aura quoi? On aura ici donc x1, x2, y1, y2, les axes x et y. Donc x2, donc ça va engendrer quoi? Donc une composante Vx. Ah non, Vy, désolé. Vy2 égale x2. Et ici, donc, Vy2, donc on va parler de façon générale, donc Vy2, Vy1. On suppose que, donc on suppose que Vx augmente avec x.
je parle de façon générale, une hypothèse en général. Donc, on suppose que Vy, désolé, que Vy augmente avec x. Donc, nous avons donc une composante Vy2 à droite et Vy1 à gauche. Puisque Vy augmente avec x, donc Vy augmente avec x, donc x2 plus grand que x1, ça engendre quoi? Que Vy2 est plus grand que Vy1. Donc, imaginez que nous avons donc un objet, donc, et on essaie donc d'exercer deux forces à droite et à gauche. La force à droite est plus importante que celle de la force à gauche. Et ce qui se passe-t-il donc? Ce qui va se passer, c'est que cet objet va tourner dans le sens trigonométrique, donc va tourner dans le sens positif. Il va tourner dans le sens positif. Donc, puisqu'il va tourner dans le sens positif, donc on peut dire que l'effet rotationnel est égal dans ce cas à quoi? À dvy sur dx. Et on suppose que donc, avant d'arriver aux deuxième hypothèse, donc avant d'entamer la deuxième hypothèse, donc on a dit que Vy2 supérieur à Vy1, ce qui donc entraîne la rotation de ce cube donc, dans le sens trigonométrique, qui est le sens positif. Donc le fait rotationnel est égal à delta Vy sur dvy sur dx. Donc, deuxième hypothèse, on suppose que Vx augmente avec y. Donc, je parle donc de façon générale. Dans notre cas, donc, Vx égale moins y. Donc, Vx égale moins y. Donc, Vx n'augmente pas avec y. Donc, au contraire, il diminue avec y. Mais je parle de façon générale. Donc, si Vx augmente avec y, donc ça va entraîner quoi? Ça va entraîner quoi? Ça va entraîner donc que y1, donc il engendre une composante en bas, Vy1, et y2 va engendrer une composante en haut. Désolé, y1 va engendrer une composante Vx1 et y2 va engendrer une composante Vx2. Puisque Vx augmente avec y, donc, et nous avons y2 plus grand que y1, donc Vx2 plus grand que Vx1. Donc, imaginez que notre cube est soumis à deux forces, une en haut et l'autre en bas. Donc, la force appliquée en haut est plus importante que celle appliquée en bas. Donc, le résultat, donc, notre cube va tourner dans le sens horaire qui est le sens négatif. Donc ici, nous avons donc deux hypothèses qui sont un peu donc similaires. Donc la composante augmente. Donc la composante de V donc augmente avec
avec le variable qui l'engendre, donc Vy augmente avec X, Vx augmente avec Y, donc on obtient quoi? Vy, donc la variation donc delta Vy va engendrer une rotation donc dans le sens trigonométrique, donc le sens positif, et la variation de Vx, delta Vx va engendrer une rotation dans le sens delta Vy va engendrer une rotation dans le sens positif, et la variation delta Vx va engendrer une rotation donc dans le sens négatif. Donc notre cube, dans ce cas, il va subir une torsion, donc il ne va pas tourner. Notre champ donc a engendré donc notre champ il est rotationnel parce que Vx n'augmente pas avec Y, Vx diminue avec Y. C'est pourquoi il est rotationnel. Donc je reviens à l'hypothèse. Donc, lorsque Vx augmente avec Y, Y2 supérieur à Y1, Vx2 donc supérieur à Vx1, ce qui engendre quoi? Rotation dans le sens horaire. Et par convention, donc le sens trigonométrique c'est le sens positif, le sens horaire c'est le sens négatif. Donc l'effet rotationnel, dans ce cas, il est égal à, oui, dvx sur dy, puisque la rotation est dans le sens négatif, donc on ajoute signe moins. On superpose les deux composantes, donc on va trouver quoi? Donc la mesure de la rotation qu'on va appeler rotationnelle et on va la noter rot v. Donc rot v égale à quoi? Bien sûr, rot v ici autour de z, donc je ne parle pas de façon générale, je vais généraliser après. Donc il est égal à quoi? dvy sur dx moins dvx sur dy. En généralisant, donc, nous avons trois axes. Donc, en généralisant, le rotationnel d'un champ vectoriel quelconque, rho v, de la même façon, donc, on va, si donc je répète le travail, donc, pour les autres composants, donc, on aura dvz sur dy moins dvy sur dz dvx sur dz moins dvz sur dx, et la composante qu'on a étudiée, dvy sur dx moins dvx sur dy. Cette forme me rappelle quelque chose qui a donc une liaison avec le produit vectoriel. Donc je peux voir très bien que j'ai ici donc d sur delta y, d sur d, d sur dy, d sur dz, d sur dx, d sur dz, d sur dx, d sur dy, vx, vx, vz, je m'excuse, Vz, Vx, Vy, Vy, Vz, Vx, ça me rappelle donc le produit vectoriel de quoi? Le produit vectoriel de d sur dx, d sur dy, d sur 2z, ce vecteur, ce fameux vecteur, on l'appelle nabla, et notre champ avec ces trois composantes Vx, Vy, Vz.
Le rotationnel n'est autre que le produit vectoriel de nabla et V. On applique donc cet résultat à notre cas. On rappelle que dans notre cas, V égale moins YI plus XJ. Donc, puisque on parle d'un espace tridimensionnel, donc composante sur l'axe des X, l'axe des Y, l'axe des Z, donc il aura 0, 0K. Le rotationnel, donc dans ce cas, égale dVz, donc dVz, Vz égale à 0, dVy sur dz, Vy, Vy, c'est x. X donc ne dépend pas de z, donc dVy sur dz égale à 0, 0 moins 0 égale à 0. dVx sur dz, Vx égale moins y, donc moins y ne dépend pas de z, donc dVx sur dz égale à 0. Moins dVz sur dx, donc Vz égale à 0, donc 0 moins 0 c'est 0. La troisième composante, dVy sur dx, Vy égale x. dVy sur dx, donc dx sur dx égale à 1. Moins dVx sur dy, Vx égale moins y. Vx égale moins y, donc dVx sur dy, c'est d moins y sur dy, égale moins 1. Donc 1 moins moins 1 égale 2. Donc, et on obtient 0, 0, 2. Donc, le rotationnel donc, égale à 2 sur l'axe des Z. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la rotation, elle est dans le sens positif. Nous avons donc un rotationnel positif donc, sur l'axe des Z. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que notre champ vectoriel il est rotationnel donc, dans le sens trigonométrique. Il fait une rotation dans le sens trigonométrique. Donc, il s'agit d'une rotation positive. Voilà, donc, on a terminé donc je sais pas quoi, donc ce leçon, ce chapitre. Donc on a terminé donc le rotationnel. Donc à bientôt avec un nouveau sujet.